Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au Salon des Parèges pour cette deuxième édition de Sans Filtre, le rendez-vous politique de la semaine. Merci au Cercle des Parèges et à son directeur Lionel Ollinger de nous accueillir une nouvelle fois. Permettez-moi bien sûr de saluer aussi nos partenaires, l'Union des entreprises de Moselle, je salue son président André Bousser, remerciements également à Orange, représenté par Anthony Parmentier, remerciements à l'artisan horloger Joël Bianchi, bonjour Alexandre. Et je salue aussi notre partenaire audiovisuel Y-Vision et son dirigeant Grégory Retter, car comme vous le savez, cette émission est enregistrée et sera diffusée sur la semaine.fr et sur ses différents réseaux sociaux. Elle fera aussi l'objet d'un compte-rendu de notre hebdomadaire daté de jeudi. Donc chaque mois, vous le savez, j'ai le plaisir d'interviewer ici même devant vous une personnalité locale sur son actualité, sur l'actualité de nos territoires, sur les grands enjeux économiques et politiques du moment. Le mois dernier, c'est Patrick Weiten, le président du département, qui avait ouvert le bal. Le mois prochain, nous accueillerons le maire de Nancy, Mathieu Klein. Et aujourd'hui, eh bien, nous accueillons une parlementaire mosellane, Isabelle Roche, qui est donc aujourd'hui sous les projecteurs de Sans Filtre. Bonjour Isabelle Roche. Bonjour Stéphane. Vous allez bien? Très bien, un peu stressé, mais ça va. Ça va aller, un café, un verre d'eau? Café, verre d'eau, tout va bien. Tout va bien, on va y aller. Donc Isabelle Roche, vous êtes députée de Moselle, élue de la 9e circonscription, c'est celle de Thionville, vous avez 54 ans. Vous avez commencé votre parcours au Parti Socialiste, adjointe au maire de Bertrand Merz, alors maire de Thionville. Vous avez été élue conseillère départementale dans la foulée, toujours affiliée au Parti Socialiste. Puis vous effectuez un recentrage en 2014, vous adhérez à l'UDI, au centre droit donc, et vous êtes réélu avec cette étiquette au département. En 2017, la vague Macron se profile, vous décidez de rejoindre ses supporters et vous faites votre entrée à l'Assemblée nationale à 48 ans sous l'étiquette En Marche. 2022, le président de la République est réélu, vous aussi, assez confortablement, sur votre circonscription acquise à Emmanuel Macron. Réélection donc à l'Assemblée, mais avec une nouvelle étiquette, celle d'Horizon, le parti politique d'Édouard Philippe. Et vous décrochez à l'Assemblée la présidence de la Commission des affaires culturelles et de l'éducation, une des 8 commissions permanentes de l'Assemblée, et nous y reviendrons. Première question, Isabelle Roche, un peu une question sans filtre justement. Cette valse des étiquettes du PS, UDI, En Marche, Horizon, donc c'est une question qu'on vous pose, j'imagine, je sais, un peu régulièrement, un peu souvent. Pourquoi ce parcours? Comment l'expliquer? Est-ce que vous avez du mal à trouver un parti qui réponde à vos aspirations? Alors, cette question, en fait, elle est finalement très intime, parce qu'elle renvoie à l'origine de mon engagement. Et nombre de ceux qui sont là l'ont déjà entendu maintes fois, mais tout le monde ne l'a pas entendu, donc je vais le redire. C'est la naissance de mon engagement politique, je peux le dater précisément. En fait, en tout cas, je peux dater le moment précis. C'est j'ai ma fille dans les bras, mon premier bébé, elle a 9 mois, et je sais plus ce qui passe à la radio, et comme d'habitude, je râle. Parce que voilà, ça me convient pas de ça, donc je râle. Et là, à un moment, je me dis, bon, faut arrêter de râler, parce que maintenant, il faut que je passe... il faut faire. Il faut faire. Et donc, je décide d'avoir un engagement politique. Et c'est à l'époque où Lionel Jospin est Premier ministre. Et donc, c'est vrai que le Parti Socialiste, à ce moment-là, m'apparaît comme le parti qui, finalement, va répondre le plus à mes aspirations par rapport à une vision de la société. Mon premier vote au présidentiel, c'est Raymond Barre. Donc en fait, je viens déjà du centre droit, mais pour moi, la figure qui est incarnée à ce moment-là au Parti socialiste correspond, et donc voilà. Donc j'y milite. Et puis donc ça c'est 97, puisque donc ma fille a 9 mois, j'y milite, et progressivement j'y prends des responsabilités jusqu'à en devenir une élue en 2001. Au conseil municipal de Thionville dans l'opposition. Et puis, le chemin faisant, en 2008, je décroche le conseil général, et on est élu aussi dans la municipalité. Et c'est vrai que là, c'est l'exercice du pouvoir, l'exercice de savoir comment ça se passe. Il y a déjà quand même pas mal de choses qui grattent un peu, mais le terrain est passionnant. Je fais des choses parce que quand on est adjoint, je suis adjointe aux affaires scolaires, on fait des choses. Je suis aussi présidente de l'office de tourisme de Thionville, et là aussi je fais des choses. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui est très très important. C'est le service aux citoyens. Vous vous confrontez au terrain. Voilà, et d'avoir vraiment le sentiment de répondre à des besoins. Par exemple, en tant qu'adjointe aux affaires scolaires, j'étends le périscolaire du matin au soir dans toutes les écoles. Enfin, voilà, différentes choses, mais on est. Et donc pour moi ça me convient bien. Et puis
je vois quand même toutes les limites et finalement ce parti qui commence vraiment complètement à se gripper. Ouais, déjà qui commençait, voilà. D'ailleurs, on le voit maintenant à moins de 2%. Où sont passés finalement tous les élus et tous ceux qui étaient... et les électeurs surtout. Hein. Oui, et les électeurs. Mais ouais. Donc comme il n'y a plus d'électeurs, il n'y a plus d'élus. Mais parce que quand on me pose la question, j'ai envie des fois de renvoyer la question à d'autres. Parce que je suis pas finalement toute seule, mais peut-être un peu précurseur hein, dans ce chemin, dans ce côté où on a décroché avec le fait du sens de l'engagement. Et ça, c'est pour moi... Ça ne me convient pas. En fait, je ne suis pas à l'aise. Et c'est vrai que les discussions avec Patrick Wuyten sont nombreuses, sont nourries. Je suis au Conseil général, donc je suis dans son opposition, mais on s'entend vraiment très bien. Et quand finalement la proposition est faite de rejoindre sa majorité, je me dis, voilà, en fait, je vais pouvoir retrouver du sens à l'engagement, parce que ce qui est fait au Conseil général, à l'époque, c'est encore le Conseil général, sous l'impulsion de son président, moi, ça me convient. C'est effectivement un homme de conviction, avec un pragmatisme et une envie de faire, et pas qu'une envie, avec la capacité de faire. Donc c'est vrai que je le rejoins, on va dire, naturellement. Ça se fait, et puis il est à l'UDI et je prends ma carte à l'UDI. Voilà, je crois que on va dire que c'est pas plus compliqué que ça, et il faut pas chercher plus d'explications que une amitié politique et le fait que voilà, on est et ensuite en marche finalement c'est aussi naturel parce que la proximité est voilà. encore un peu plus forte, j'allais dire, entre peut-être l'UDI et En Marche, en tout cas la démarche d'Emmanuel Macron à l'époque. Exactement, en fait. Donc moi je suis au Conseil général avec Patrick, mais alors il faut quand même savoir, pour la petite histoire, que quand je rejoins, je lui dis j'arrête la politique. On voit que ça a bien marché, que il y a des fois et je lui dis, et puis, visiblement, lui n'a pas trop envie que j'arrête la politique, et je vais sur un canton que je gagne, et je deviens vice-présidente du conseil départemental. Donc là, à nouveau, j'entre dans un exécutif. C'est très intéressant, pareil, on fait... voilà. Et c'est vrai que quand En Marche se crée, il faut savoir qu'à l'époque, je donne des formations, beaucoup de formations, j'ai une activité professionnelle, et il y a plein de personnes, je donne notamment des formations sur des centres d'appel, et un bon nombre de personnes me parlent d'Emmanuel Macron. Je me dis, waouh, là, il y a quand même un truc qui se joue. Et puis, effectivement, oui, on voit quand même le mouvement de fond, là. Ce mouvement de fond, et finalement, un homme qui va, on espère, être en capacité de porter les idées que bon nombre d'élus, d'ailleurs, bon nombre de citoyens, mais bon nombre d'élus défendent et font. Parce que quand on est un élu ou une élue locale, finalement, la gauche et la droite, oui, c'est bien en étiquette au moment de l'élection, et encore, mais dans la pratique, on va pas chercher, on va pas savoir, on va pas regarder si l'idée, elle vient de droite ou de gauche. Est-ce qu'elle est bonne pour la commune? Est-ce qu'elle est bonne pour le département? Est-ce qu'elle est bonne pour les citoyens? C'est le discours de fond du macronisme, je veux dire, version 2017 et depuis. Alors depuis, c'est passé beaucoup de choses. Mais on y reviendra. Mais pour dire qu'en 2017, c'est aussi la pratique d'un certain nombre d'élus locaux, de terrain, parce qu'effectivement, oui, ok, il y a une étiquette, des convictions peut-être sur certaines choses qui vont être de droite ou de gauche, mais finalement, quand on agit pour le bien des citoyens. Et donc cette promesse, ce côté-là, oui, on a envie d'y aller, on a envie d'y adhérer. Et moi, il faut savoir quand même que avant de franchir le pas d'En Marche, avant d'avoir l'investiture, et là, il y a une amie très proche qui en est témoin, qui le sait, et qui fait partie d'ailleurs des gens qui m'ont engueulé, on peut le dire comme ça, quand j'ai refusé une première fois l'investiture. Je refuse, je dis non. En 2017, hein? En 2017, je dis non, c'est pas possible. Et donc voilà, j'envoie le texto et tout ça. J'ai gardé quand même les échanges, parce qu'après on va me dire oui, on refait l'histoire, donc j'ai gardé. Et pourquoi je dis non? Justement, par rapport à la question que vous posez ce matin. C'est-à-dire, on va me dire, ça y est, voilà. Et donc je me dis, ça, je peux pas le faire, et je peux pas le faire notamment par rapport à mes enfants, par rapport à mes amis. Voilà, tant pis. C'est peut-être là où j'ai envie d'être, là où je me sens bien. Donc j'ai fait la campagne d'Emmanuel Macron, mais je dis non. Et donc je prends la décision toute seule d'envoyer le texto, tout ça. Hein. Puis après, je le dis seulement après aux gens qui m'entourent. Et là, leur réaction est assez violente et je m'y attendais pas du tout.
C'est-à-dire en me disant, mais c'est n'importe quoi, tu te rends compte, c'est là où tu es, c'est comme ça que tu fais de la politique, pourquoi tu as dit non? Je suis pas, voilà, j'ai dit non parce que, et là, vraiment, donc là, je comprends que j'aurais dû dire oui, mais tant pis, j'ai dit non. Donc, les choses se font. Les circonscriptions sont affichées, sont annoncées avec des noms. Et la 9e de Moselle, en face, il n'y a toujours aucun nom. Bon, bah ouais, il n'y a toujours aucun nom. Donc, je me dis, bon, bah, je fais quoi maintenant? Et je suis relancée, et là, je dis oui. Je dis oui parce que... et vous avez bien fait, enfin, a priori. Voilà, j'ai bien fait. Mais pour je vous, dis, en tout cas, pour voilà, votre et je dis oui, mais je dis oui parce que je sais que maintenant je peux dire oui, que les gens dans mon entourage sont là et sont OK. Et finalement, cette conception de la politique, elle fédère énormément de personnes. Donc, on reviendra tout à l'heure en fin d'entretien, sur la dernière partie de l'entretien, sur les relations aujourd'hui au sein de la majorité, oui. sur le contexte national qui est assez particulier. Ouais. Et donc, pour vous dire que, bah, voilà, en 2017, En Marche, effectivement élu, et donc moi, je suis bien dans cette majorité, on fait plein de choses et tout ça, c'est vraiment très, très bien. Mais je suis une élue locale aussi, et je reste une élue locale. Et quand Édouard Philippe crée son parti, Horizon, en octobre 2021, j'y suis. Je suis au Havre, et on n'est pas forcément si nombreux que ça, en tant que parlementaire. Parce que beaucoup disent, oui, c'est bien, mais peu ont le courage d'aller au Havre pour s'afficher. Et moi... Parce qu'à l'époque, vous êtes en marche. Enfin, ah oui, moi je suis en marche et je suis dans la majorité et je reste dans la majorité, j'y suis très bien. Mais c'est vrai que Édouard Philippe a cette vision du territoire, des élus locaux. Et ça, c'est quelque chose qui... Ouais. Alors c'est la différence justement avec le macronisme qui a eu du mal à avoir cet enracinement. Oui, voilà. Voilà, c'est le reproche qu'on leur fait notamment, c'est d'être un peu hors sol justement. Et à l'inverse, Horizon, en tout cas, se définit comme un parti d'élus. Enfin, il s'appuie en tout cas sur les élus. Oui. Et ça, moi, je pense qu'on est à ce moment-là où il faut vraiment, continuer et en tout cas bien avoir ce lien, parce que depuis que je suis élue, depuis 2017, moi, quand je rencontre les maires, les conseils municipaux, je leur dis toujours, j'ai cette phrase, je leur dis, vous êtes les yeux et les oreilles du territoire. Parce que moi, quand je suis à Paris, quand on légifère, quand je prends les décisions, elles ne peuvent être nourries que par la base, que par ce qui se passe sur le terrain. Et si j'ai pas de relais, ça devient compliqué. Ça veut pas dire que je vais dire oui à tout ce qu'on me dit, ou que je vais dire non à tout ce qu'on me dit, mais c'est avoir, quand on dit l'air du temps, mais c'est de savoir comment les choses s'ancrent et se font sur le terrain. On parlera de sujets de terrain dans quelques instants. Et donc, voilà pourquoi Horizon. Pourquoi le parcours alors, pourquoi le parcours, mais toujours en restant avec cette conviction, avec ce côté je sers mon pays, je sers les citoyens et je suis dans cette dynamique. D'accord. Alors justement, vous êtes à l'Assemblée, donc deuxième mandat. Vous héritez donc de la présidence de la Commission des affaires culturelles et de l'éducation. Oui. Alors, est-ce que vous pouvez expliquer c'est quoi cette commission, qu'est-ce qu'on y fait et à quoi ça sert? Alors, hériter, pas complètement. Pas hériter, oui, c'est une expression. Non, mais oui, parce qu'en fait, je suis élue. Et ça, c'est pas... D'accord, pour être présidente de la commission, vous êtes élue par vos pairs, quoi. Je suis élue par mes pairs, je suis élue par les membres de la commission. Donc, mon parti décide qu'effectivement, ce sera moi la candidate, mais je suis quand même élue par les autres députés. Une commission, c'est quoi? En fait, il y a donc 8 commissions permanentes à l'Assemblée, et une commission permanente, c'est finalement une mini-assemblée, mais une mini-assemblée thématique. C'est 74 députés qui représentent fidèlement les tendances politiques de l'Assemblée. Et une commission, c'est important parce que à 2 titres, législatif et de contrôle. Législatif parce que c'est au sein de la commission que vont être discutés un certain nombre de textes, un certain nombre de lois, donc que ce soit les projets de loi ou les propositions de loi. Et c'est à partir de la commission que les premiers amendements vont être vus, que tout ça va être fait, et c'est le texte qui sort de commission qui est débattu dans l'hémicycle. La responsabilité du ou de la présidente, c'est de savoir aussi si les amendements sont recevables, pas recevables, c'est d'organiser les débats, c'est de faire en sorte... Donc on est vraiment dans le travail législatif. On est vraiment dans le travail législatif. Il faut savoir que au niveau législatif, président de commission, c'est un des
des postes les plus importants à l'Assemblée. Donc on a la présidente de l'Assemblée nationale, bien sûr, qui est garante de tous les débats. Mais ensuite, dans le côté législatif, ça fait partie des postes qui sont voire les postes les plus importants. Donc, et d'ailleurs, en Moselle, c'est la première fois qu'un député ou une députée est présidente de commission. D'accord. Voilà. Bon, de toute façon, 8 sur 577, c'est vrai que... On va juste citer les thématiques, je crois, qui font partie de la commission. Oui, et donc, les thématiques, c'est l'éducation, les affaires culturelles. Donc, les affaires culturelles de façon très large. Hein, ça va du spectacle vivant à l'audiovisuel, en passant par le cinéma, la musique. Enfin, voilà, c'est tout ce qui concerne la culture, le sport, la vie associative, la propriété intellectuelle et un peu du numérique. Oui, donc c'est assez vaste quand même. C'est très très vaste, c'est une des commissions au budget le plus important et c'est une des plus belles commissions justement par le côté vaste et par le côté touché au quotidien des personnes. Et donc une commission, c'est le côté législatif mais aussi c'est le côté contrôle. Et ça, j'y tiens beaucoup. Mes pairs, les députés qui m'ont élu le savent et dans mon discours d'introduction, je l'ai dit, je souhaite aussi que cette commission joue vraiment son rôle de contrôle de l'exécutif. C'est une démission du Parlement. Enfin, c'est une démission, mais on a tendance à l'oublier. Parce qu'on voit souvent la mission, on fait des lois et tout ça, on est très content. Il y a des députés qui ont des lois qui portent leur nom, bah, c'est super. Oui, ok, c'est super, mais si elle n'est pas effective, si elle ne sert à rien, si elle est mal appliquée, c'est pas ça. Et donc c'est dans la commission qu'on va pouvoir avoir ces travaux de contrôle, donc de façon de plusieurs natures, soit par les auditions, donc on va auditionner un certain nombre de personnes, les députés vont poser des questions, donc ça c'est très important, ou par des missions. Donc je vais donner, donc ça c'est aussi la présidente qui va faire en sorte que des missions soient données à différents députés, qui vont faire pendant 6 mois un travail de contrôle, d'évaluation d'une loi ou d'une politique publique. D'accord. Okay. C'est bien, ça permet au moins à tout le monde ici de comprendre un peu mieux ce qu'est cette commission et l'importance de ce travail législatif. Alors, nous, ici, en Moselle, on vous connaît un peu plus sur vos implications sur les dossiers notamment transfrontaliers, les dossiers nord-mosellan, ce qui est normal sur votre circonscription. Alors justement, sur cette thématique-là, lundi 17 avril, s'était tenue à Thionville la 7e CIG, c'est la commission intergouvernementale franco-luxembourgeoise. Vous en étiez, hein, je crois, voilà. Oui. La secrétaire d'État, Laurence Beaune, avait fait le déplacement. Elle a confirmé aux côtés de son homologue luxembourgeoise un certain nombre d'avancées, notamment le phasage de 440 millions d'euros cofinancés par les deux pays pour améliorer les dessertes, les infrastructures ferroviaires entre la France et le Luxembourg. Confirmation également de collaboration en matière de santé, de sécurité, autour du télétravail. On en dira quelques mots, c'est un sujet important pour les frontaliers. Donc, vu comme ça, on a donc l'impression que ça fonctionne mieux entre les deux pays, que cette conférence porte un peu ses fruits. On a l'impression que c'est lent quand même. Et d'ailleurs, dans les colonnes de la semaine, la ministre luxembourgeoise regrettait que ça prenne autant de temps. Et lorsqu'elle disait cela, elle semblait rejeter la faute côté français. Alors, est-ce que ça va assez vite? Est-ce que ça traîne? Est-ce que c'est la faute des Français? Alors, en fait, on peut toujours penser que c'est la faute de l'autre. Ça, en politique, c'est assez facile. Moi, j'ai fait du coaching, et d'ailleurs, il y a aussi un ami très proche qui est là et qui est aussi un peu la cause de ma présence ici. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Donc, on peut toujours rejeter la faute sur l'autre en disant, voilà, moi, j'ai plutôt tendance, quand il y a quelque chose qui me dérange, de savoir ce que moi je n'ai pas fait. En fait, la faute, elle est ni du côté français, ni du côté luxembourgeois. On est dans de la diplomatie, on est dans du temps long. Et quand on parle des 440 millions pour le phasage des travaux, notamment dans le ferroviaire, mais c'est forcément du temps long. Parce que le temps des études, le temps des travaux, le BTP, le TP, ça se fait pas d'un coup de baguette magique. Donc, on aimerait que ça aille plus vite, mais on a un temps incompressible, même de chantier. C'est pas uniquement ça. On a un temps incompressible aussi de discussion. Et dans nos temps troublés, justement, à l'heure des tweets, à l'heure de différentes choses, cet espace de la CIG ou ces espaces-là sont aussi des espaces de dialogue
Et on sait que ça prend du temps, mais c'est ce qui fait qu'on a la force et que les projets sont matures et ensuite aboutissent. On peut aller beaucoup plus vite, mais si on n'a bâti sur rien, si on n'a pas regardé tout ce Mais là, vous avez l'impression qu'il y a de l'huile dans les rouages, en fait. Ah oui, mais oui. Désormais. Bien sûr, il y a de l'huile dans les rouages. On aborde des sujets qu'on n'abordait pas jusqu'à présent. Notamment, on aborde tout ce qui est de l'économie résidentielle. Jusqu'à présent, c'était pas abordé. On aborde sereinement les questions de santé. Oui, en fait, on aborde maintenant notre territoire plus uniquement comme un pays contre un autre, avec une frontière au milieu, mais comme un bassin de vie. Et on cherche collectivement à répondre aux besoins des citoyens, qu'ils travaillent d'un côté de la frontière ou de l'autre, qu'ils fassent le déplacement ou qu'ils ne le fassent pas. Et ça, c'est nouveau. C'est nouveau. Voilà. Alors justement, on va reprendre en quelques sujets en détail. Mais récemment, il y a une fondation luxembourgeoise qui a fait une étude qui se projette à 2050, qui annonce qui prévoit éventuellement, selon certains scénarios, que la population luxembourgeoise pourrait passer de 500 000 habitants aujourd'hui à 1 million. Et le nombre de frontaliers pourrait aussi doubler, à atteindre 500 000 frontaliers, ce qui est énorme. On est actuellement à 112 000 frontaliers ou 120 000 frontaliers français. Oui. Et dans leur projection, c'est plus de 200 000 frontaliers français. Alors, première question, est-ce que vous y croyez un petit peu à cette projection? Et la deuxième, derrière, est-ce que ça vous effraie? Enfin, quelle est votre réaction? Alors, ce sont des projections. Donc, ça a le mérite de nous faire réfléchir et de savoir comment on va anticiper notamment les flux et différentes choses. L'habitat, en fait, il y a... Donc, même si on n'arrive pas sur le million d'habitants à Luxembourg et les 500 000 frontaliers, tout confondu. Tout pays confondu, oui. C'est 200 000 Français et le reste, le belge et allemand. Allemand, belge ou français. On sait qu'on est sur des projections haussières, donc est-ce qu'on arrivera à cela ou un peu moins? On sait en tout cas, la tendance est à la hausse, donc ça j'y crois. Maintenant, est-ce que ça m'effraie? Non. Est-ce que je m'y prépare? Oui. Alors vous y préparez. Est-ce qu'on va assez vite? Là, encore une fois, ça revient à la question précédente, mais on voit déjà que ça coince énormément. On imagine doubler le nombre de frontaliers français alors que ça coince, c'est déjà une galère pour eux tous les jours. Est-ce que les conférences telles que celle d'il y a une dizaine de jours, est-ce que les chantiers, etc., est-ce que ça va assez vite? Ou est-ce la crainte, c'est de dire, est-ce qu'on ne va pas dans le mur finalement, à la paralysie du système? Alors, moi, je n'y crois pas. Je n'y crois pas parce que justement, comme je vous disais, on commence à réfléchir en bassin de vie. Moi, je dirais même plus, il faudrait qu'on réfléchisse aussi en métropole, la métropolisation. Je pense que on devrait aller vers cela. La métropolisation, c'est-à-dire C'est-à-dire que, un moment de voir Thionville ou Thionville-Luxembourg. Thionville-Luxembourg. D'accord. Et de réfléchir en termes de problématiques, de prendre l'exemple sur les métropoles, que ce soit Paris, Lyon, Marseille. Et comment on régule et on régit les flux. Maintenant, pour moi, ça peut être une chance pour nos deux territoires qu'effectivement on ait ce type de projection. Je vais juste vous expliquer comment moi je travaille. Je pense que ça c'est important pour comprendre pourquoi je m'y projette finalement de façon sereine et pourquoi des fois j'ai des coups de gueule. Parce que j'entends régulièrement Yaka, Faucon, notamment, on va sûrement parler du télétravail, on n'a qu'à augmenter le seuil, on n'a qu'à faire ci, on n'a qu'à faire ça. Deux personnes qui, en fait, ne prennent pas les problèmes à la racine. Et c'est pour ça que je vous parle de métropolisation ou autre, c'est qu'à un moment, on prenne le temps, et ça vient en contradiction finalement avec ce que vous me demandiez, est-ce qu'on va assez vite ou pas. Mais avec la réalité du quotidien et puis aussi avec le problème, monde c'est actuel. que beaucoup confondent vitesse et précipitation. Donc, on a eu un certain nombre de personnes qui, parce que trouvent que on devrait faire comme la Suisse, on devrait faire comme ci, on devrait faire comme ça, sans regarder quelle est la réalité de notre territoire et quelle est la réalité des conventions fiscales, quelle est la réalité du droit international, et qui disent « Oh, mais si on veut, on peut ». Non. On a des règles internationales, on a des accords bilatéraux et on doit faire avec. Alors, on peut prendre l'exemple, vous avez le télétravail. Voilà. Tout à fait. Donc, on peut faire un peu, c'est l'occasion, on fait un peu de pédagogie, on va faire un peu de pédagogie. Où on en est aujourd'hui du télétravail, vers quoi on peut aller, on peut espérer aller raisonnablement. Donc le télétravail, je précise, c'est pour les frontaliers, évidemment, qui ont le droit à un certain seuil de jours télétravaillés en France. Donc expliquez-nous le dispositif. Alors,
le télétravail, à la sortie du Covid, on s'est dit, super, on a tous télétravaillé, il faut qu'on continue le télétravail. Et puis, les frontaliers, donc ceux qui résident en France et qui travaillent à Luxembourg, à un moment sont venus me dire, ah, c'est horrible, je peux pas télétravailler plus de, à l'époque, 29 jours. Ok, bon, bah, Alors pourquoi? Alors, bah voilà, pourquoi? Donc ça, c'était la question. Ouais, je suis bloqué, le seuil, machin, et tout ça. Ok, bon, bah. Et alors, c'est là où j'entends plein de choses. Il faut augmenter le seuil, il faut faire ci, il faut faire ça. Bon. Puis, moi, ça va pas, parce qu'augmenter le seuil, un seuil, c'est un seuil. Ça veut dire qu'on a le droit de le franchir. C'est pas un plafond. Donc, je me dis, bon, là, il y a vraiment quelque chose à creuser. Et je creuse, et j'expertise, et j'y vais, et je me rends compte que le nœud du problème, c'est pas ce seuil fiscal, c'est la façon dont on prélève l'impôt. Parce qu'un seuil fiscal, qu'est-ce que c'est? Enfin, la fiscalité, c'est quand un résident français qui travaille à Luxembourg, il paye ses impôts à Luxembourg. Jusque-là, tout va bien. Quand il travaille en France, normalement, il doit payer ses impôts en France, même quand il est de droit, enfin de contrat luxembourgeois. Parce que l'impôt, c'est la règle européenne, voilà. C'est on est imposé à partir du lieu où on travaille. Donc, il travaille en France, il doit être imposé en France. Mais par les conventions fiscales bilatérales, on dit aux résidents français, quand vous travaillez en France 29 jours, finalement, on fait comme si vous étiez encore à Luxembourg. Vous devez la fiscalité à Luxembourg. Par contre, si vous dépassez les 29 jours, la fiscalité est due en France. Donc, on voit bien qu'on peut les dépasser, puisque à ce moment-là, c'est quand on dépasse, on doit en France. Donc, il n'y a pas de raison. Donc, on peut le faire. On pourrait le faire. Mais en fait, ça, c'est la théorie. Et la pratique est très compliquée. Et c'est là où ça a bloqué. Parce qu'en pratique, c'est les entreprises luxembourgeoises qui doivent prélever l'impôt sur le salaire du salarié pour le reverser aux finances publiques françaises. Et là, moi, les entreprises luxembourgeoises me disent non, c'est compliqué, double déclaration, fiduciaire et tout, donc on ne veut pas, on ne peut pas. Et c'est pour ça que je me rends compte que vraiment, ce qui bloque, c'est bien ce prélèvement à la source. C'est d'obliger les entreprises luxembourgeoises à prélever l'impôt pour les finances publiques françaises. Et je bataille pendant 1 an avec Bercy. Vraiment, c'est une bataille très difficile, mais pas qu'avec Bercy, je bataille aussi avec d'autres élus. Et je bataille en fait avec un certain nombre de personnes qui me disent « Ah oui, non, mais on n'a qu'à augmenter le seuil. » Mais augmenter le seuil, je vais vous dire pourquoi c'est pas une bonne idée. C'est d'abord parce qu'on va perdre de la fiscalité en France, parce que le fait de simplifier la collecte de l'impôt fait qu'on peut dépasser ce seuil facilement. Maintenant, donc on est sur 34 jours, mais quand le salarié va travailler 35 jours, ça va être 35 jours qui vont être dus en France. Donc ça veut dire qu'on récupère de la fiscalité en France. Et cerise sur le gâteau, pour la majorité des salariés, l'impôt français est moins élevé que l'impôt luxembourgeois puisqu'il est beaucoup plus progressif. Donc on a tout intérêt à le faire. Et pourquoi ce ne serait pas une bonne idée d'augmenter ce seuil et de le passer à 50 jours? Bon, parce qu'on se dit 50 jours finalement… C'est le nouveau cap qui est fixé maintenant. Voilà, 50 jours, c'est quasiment 2 jours de télétravail. Oui, 2 jours par semaine, oui. Donc, ouais. 2 jours par semaine. Ouais. Bon, à part que moi je travaille sur autre chose. Je travaille sur le statut du télétravailleur. Et je travaille sur la capacité et la possibilité, et nos 2 sécurités sociales sont en train de le faire, sur le fait d'être à 49% de son temps de travail en télétravail sur le sol français. Et là, à 49%, vous vous rendez compte que les 50 jours… on les explose. Oui. On les explose. Et donc, on serait à la même difficulté. Donc, il faut bien voir quel est le mécanisme qui bloque et lever ce frein, plutôt que de faire des incantations et dire « Ah on passe… » Et donc, après, une fois qu'on sera passé à 50 jours et qu'on aura finalement dépassé le seuil social aussi, et j'y travaille, et j'espère vraiment bien qu'on pourra y arriver au moins à 40 ou 49%, on fait comment? On aura des difficultés. Et l'autre raison pour laquelle aussi ce serait une très mauvaise idée que d'augmenter ce seuil fiscal, c'est qu'à un moment, on ne peut pas mettre en concurrence nos entreprises. Il faut que notre économie résidentielle
puisse continuer à être forte et qu'on n'ait pas de dumping. C'est aussi ça qui a fait que ce soit la directive sur le travail détaché, que ce soit les conventions fiscales. Donc on ne va pas détricoter un mécanisme qui fonctionne bien pour la majeure partie des entreprises et pour notre économie. Donc levons les freins là où ils sont et ne levons pas des obstacles qui n'en sont pas. Et c'est compliqué à faire entendre ça, enfin à Bercy, c'est... il n'y a pas qu'à Bercy que ça a été compliqué à faire entendre. Ouais. Ici aussi. Oui, ici, puisque moi je me suis confrontée, en fait j'étais la seule à porter cette voix-là. J'étais la seule à porter cette expertise. Donc je me suis trouvée confrontée à des personnes qui, ayant vu regarder comme ça rapidement, se disent « Oh la solution de facilité, oui, mais c'est pas la bonne solution et en plus elle est très court-termiste. » Alors, autre sujet sur le transfrontalier qui a été abordé aussi lors de la dernière conférence, c'est la santé. Donc, des accords ont été passés entre la France et le Luxembourg. Vous allez nous expliquer ça. Deux questions simples, en fait. Est-ce que les accords passés permettront-ils aux Français de pouvoir se soigner plus facilement au Luxembourg, ce qui peut permettre, que vu les difficultés d'accès aux soins et la pénurie de certaines professions médicales, ça peut être un plus, première question. Et deuxième question, est-ce que ces accords ne vont pas accélérer justement la fuite du personnel médical formé en France vers le Luxembourg? Alors, à terme, c'est fait pour fluidifier les relations médicales entre les deux pays, mais c'est fait aussi mais quand on fluidifie... Voilà, mais c'est fait aussi pour que les Luxembourgeois puissent venir se soigner en France encore mieux, puisque un bon nombre de spécialités ne sont pas sur le sol luxembourgeois et ils ont besoin de venir en France aussi, notamment en oncologie, en différentes spécialités. Donc il faut voir que les échanges sont des deux côtés et c'est pas uniquement parce que nous aurions des spécialités saturées ou pas d'implantation sur notre territoire que nous avons besoin de cela. C'est l'échange, il est des deux côtés et c'est là où on revient à la notion de bassin de vie. Hein, c'est vraiment très, très important de voir finalement comment on est complémentaires et comment on peut se développer. Donc c'est faire en sorte que le Luxembourg finance aussi les études médicales des étudiants qu'ils envoient, des étudiants luxembourgeois qu'ils envoient en France. C'est ça aussi les termes de l'accord. Jusqu'à présent, ça ne l'était pas. Et c'est vraiment cette réflexion de cette coordination d'un plateau médical dans le bassin de vie. Donc, est-ce que ça accélérera la fuite? Il faut savoir que la fuite, elle n'est pas aussi massive que ce que l'on dit. Quand on regarde bien les chiffres, on a des étudiants, enfin, ou du personnel médical, paramédical français vers le Luxembourg. Elle est réelle quand même. J'ai pas dit qu'il n'était pas. J'ai dit qu'il n'est pas aussi massif que souvent on le dit, et notamment parce que en France, et c'est aussi pour ça qu'on plaide et que on veut l'universitarisation du CHR Metz-Thionville avec des antennes à Thionville, parce que les médecins sont la plupart du temps des hommes et des femmes quand même passionnés de leur métier et passionnés de l'humain. Et quand les conditions de travail, les plateaux techniques sont là, ils restent là où ils peuvent aussi exercer la médecine comme ils ont envie de le faire. Donc c'est pour ça que je vous dis que la fuite n'est pas aussi massive que cela. Quand on a des plateaux techniques, quand on a des équipes qui sont où l'ambiance et où le travail est là, où c'est intéressant, on fixe aussi des médecins sur le sol français. Donc, et c'est ça aussi notre responsabilité, que d'offrir des conditions qui fassent que d'un côté et de l'autre de la frontière, on ait une offre médicale qui soit à même de répondre aux besoins du bassin. Dernière question sur le frontalier, mais qui est un peu plus générale. Qu'est-ce qu'il faudrait selon vous? Alors, j'ai bien compris, hein, il faut expliquer, prendre le temps, etc. Mais qu'est-ce qui pourrait encore dégripper encore un peu plus la situation? On a tendance à dire souvent, enfin certains élus disent que finalement, vu de Paris, le franco-luxembourgeois, c'est pas très important. Certes, il y a des diplomaties, mais vu du Quai d'Orsay, voilà, c'est pas la priorité. Vu de Bercy, c'est peut-être pas la priorité. Si vous avez une autre lecture, vous êtes membre de la majorité, c'est pour ça que vous le dites. Non, mais en fait, c'est important parce que dans l'Union européenne, un pays, une voix. Oui, donc le Luxembourg, c'est une voix, donc c'est très important dans la diplomatie et vu de Paris, c'est. Mais y compris au niveau, ce qu'on appelle des technocrates de Bercy ou des diplomates du Quai d'Orsay. Ils ont bien. Alors les diplomates du Quai d'Orsay, sans aucun problème, vraiment que ce soit les différents cabinets ministériels avec lesquels j'ai eu à traiter depuis 2017, ils ont vraiment bien conscience de l'importance de nos liens et des enjeux. Et vu de Bercy depuis 2-3 ans ou un peu plus, oui, ils en ont bien conscience aussi. Oui, c'est
Voilà. Et si on revient juste un tout petit peu en arrière de l'interview avec le côté justement présidente de commission, c'est aussi maintenant des interlocuteurs. On ne raccroche pas au nez d'une présidente de commission. Voilà, ça vous donne un poids en plus. Voilà. C'est ce que vous dites. Donc c'est pour ça que l'article 3 du PLF a été, enfin l'article 3 du projet, l'article 3 de la loi de finances, donc permettant la suppression du prélèvement à la source pour les résidents français, a été mis a été suspendu, enfin repoussé. Ah non, a été mis dans la loi de finances, c'est-à-dire que maintenant il n'y a plus de prélèvement à la source pour les résidents français qui travaillent à Luxembourg. Donc ça a été 1 an de bataille, mais la présidence de la commission, on va dire, mon statut a aidé. Ses fruits. Bon. Oui. On va revenir sur des sujets justement un peu nationaux. On est dans une séquence des retraites, on a l'impression qu'elle ne se termine pas, alors même la loi a été validée par le Conseil constitutionnel, elle a été promulguée par le président de la République, mais dans l'opinion, on en parle encore. On parlait tout à l'heure, en plaisantant entre nous, des accueils que peuvent avoir les ministres ou le président de la République ici ou là par certaines franges de la population. Quel est votre regard sur toute cette séquence des retraites ? Politiquement, je ne parle pas on peut parler si vous voulez du fond du dossier, mais politiquement, est-ce que ça a été bien géré? Est-ce que c'était mal géré? Quelle est votre position? Je ne suis pas sûre que ça aurait pu être géré autrement. Donc, je ne me situe pas dans le bien ou dans le mal. Hein. Je me situe dans la nécessité de la réforme. Et à un moment, quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, de toute façon, c'est pas populaire. C'est pas populaire d'obliger les gens à travailler 2 ans de plus. Et je parle bien d'obligation. Moi, quand on me dit qu'il y a 70% de Français qui sont contre, en plaisantant souvent, je dis « Ah bon, il n'y a que 70% ?» Je ne comprends pas qu'il n'y ait pas 100%. Parce que franchement, obliger, et c'est bien dans le terme d'obligation à travailler 2 ans de plus, ça ne fait pas forcément plaisir. Maintenant, je sais aussi que cette réforme, elle est indispensable, elle est nécessaire. Et que, à l'heure des réseaux sociaux, à l'heure du buzz médiatique, finalement, il était très, très difficile de pouvoir avoir un propos nuancé et de pouvoir poser toute la problématique sur la table. Parce que quand on dit on revient à la retraite à 60 ans ou on peut garder 62 ans, ok, d'accord, on prend, allez, voilà, on fait le pari, on reste à 62 ans. Il faut savoir que les mêmes qui vous disent qu'on peut rester à 62 ans vous disent aussi, effectivement, acceptent et ont conscience que notre système, on a besoin d'y faire quelque chose puisqu'il n'est plus équilibré, qu'on a vraiment besoin de rééquilibrer le système et que si on le laisse dériver, on va avoir de gros problèmes. Donc, comment on revient à l'équilibre du système? C'est quoi la méthode? Si on reste à 62 ans, parce que c'est ça qu'il faut dire, si on reste à 62 ans, il y a différentes solutions. Et moi, des fois, je prends le parallèle avec à un crédit. Par exemple, quand vous faites un crédit, vous avez une certaine mensualité parce que vous avez décidé que vous ne pouvez pas mettre plus que, je sais pas moi, 300 € de remboursement. Et vous avez emprunté une somme. Donc, pour ne mettre que 300 € de remboursement, vous avez quoi comme possibilité? La durée, le taux d'emprunt, le montant que vous empruntez. Enfin voilà, c'est comme ça. Donc maintenant, si vous empruntez plus, ben vous paierez plus. Et donc c'était ça en fait la réforme des retraites. Si on voulait garder le niveau de pension, parce qu'il était hors de question de baisser le niveau de pension. Si on ne veut pas augmenter les cotisations, parce que pareil, il était hors de question d'augmenter les cotisations. Augmenter les cotisations, ça veut dire 2 choses. Moins de pouvoir d'achat et moins de productivité. L'autre facteur sur lequel il faut jouer, c'est la baisse du taux de chômage. Ça, à l'heure actuelle, on y arrive à peu près. Bon, c'est pas la conjoncture, on ne sait pas ce qu'elle est. Et puis, il faut, là, à un moment, même en baissant drastiquement le taux de chômage, c'est pas suffisant. Il faut augmenter la productivité. Et on sait que depuis de nombreuses années, notre productivité diminue. Donc, quand on vous dit qu'on peut rester à 62 ans, il faut juste savoir que c'est à la condition d'avoir des pensions plus basses, maintenant et dans le futur, ou d'augmenter les cotisations. Et ça, c'est le choix que la majorité, en responsabilité, ne voulait pas faire. Parce que vivre avec une petite pension, on voit justement tout le débat qu'il y a eu, c'est pas évident, c'est pas facile. Donc voilà, c'est pour ça. Donc maintenant, bien ou mal géré,
Il fallait la faire, cette réforme. Alors, il fallait aller au vote ou il fallait faire le 49.3? On revient un peu en arrière là sur le alors, le 49.3, qu'est-ce que c'est le 49.3? Parce que moi, j'ai entendu dire déni de démocratie et tout ça. Le 49.3, c'est le gouvernement qui engage sa responsabilité. J'ai envie de dire, c'est le gouvernement qui met sa tête sur le billot pour savoir si oui ou non, on va avoir un gouvernement encore ensuite. Si oui ou non, le gouvernement, quand il engage le 49.3, c'est de dire « Allez, chiche banco, est-ce qu'on a une majorité alternative pour faire autrement ?» Il n'y a pas de majorité alternative pour faire autrement. Et je pense que c'est ça qui est très important. Donc, nos institutions ont été très bien faites. Quand elles ont été pensées… Mais sur le vote autour de la réforme, justement, est-ce qu'il ne fallait pas aller simplement aller au vote sur la réforme, et puis si votre majorité n'avait pas la majorité à l'Assemblée à ce moment-là, bah, voilà, en fait, on arrêtait les frais. Comme je vous dis, c'est que les institutions sont bien faites. Les institutions, elles ont prévu tous les cas de figure. Elles ont même prévu la majorité relative. Et la majorité relative, elle a été voulue par les citoyens. Elle a été voulue par les citoyens pour qu'on travaille ensemble. Et quand nos oppositions déposent des milliers d'amendements, ils empêchent d'aller au vote. Donc, les institutions étant bien faites, il y a différents outils qui existent, dont le 49.3. Donc, vous parlez évidemment de majorité relative. Là, on voit bien que ça va être compliqué maintenant pour le président de la République ou pour le gouvernement de lancer peut-être d'autres réformes, parce qu'à chaque fois, il va falloir, voilà, c'est le problème de la majorité relative, trouver une majorité. Est-ce que vous pensez qu'on peut y arriver? Comment vous jugez l'initiative qu'a pris le président de la République et puis ces déclarations de dire voilà, il faut que je revienne sur le devant de la scène, que je m'occupe un peu de tout et que je donne 100 jours, là je donne 100 jours pour calmer. Voilà, est-ce que ça fait, on n'a pas l'impression qu'il essaie de sauver les meubles et surtout de sauver le reste du quinquennat? Le président de la République, j'ai envie de dire, il s'inspire ou il va faire un peu ce que notamment nombreux présidents de commissions font dans leur commission. Et moi, je vais vous prendre un exemple par rapport à parce que vous me demandez est-ce que c'est possible ou pas. On va prendre la loi sur les Jeux Olympiques qui est passée. La commission que je préside était saisie au fond, donc on avait à discuter un certain nombre d'articles, donc et qui ensuite étaient débattus dans l'hémicycle, et notamment celui sur le dopage. Donc le dopage, avec un certain nombre de tests et tout ça, c'est intuitivement tout le monde n'était pas d'accord. Vous voyez, c'était un peu que ce soit à l'extrême gauche ou à l'extrême droite, il y avait des bon. Donc on en a débattu en commission. Voilà, la présidente elle a mouillé la chemise sur la loi JOP, en même temps sur la loi Jeux Olympiques, c'est un peu normal. Et puis quand c'est arrivé dans l'hémicycle, on a rediscuté à nouveau un redépôt d'amendements et tout ça. Et cet article a été voté à 83 voix pour et 0 contre. Donc oui, c'est possible de travailler ensemble. C'est possible à condition d'aller, justement on revient, de prendre du temps, d'aller chercher les points d'accord. Et quand on va chercher les points d'accord, on s'aperçoit qu'on peut y arriver. Mais c'est vrai que ça demande du temps, et c'est vrai que ça demande un travail, et puis des fois peut-être un peu une mise en danger, d'accepter que l'autre nous dise des choses avec lesquelles on n'est pas forcément d'accord. Donc voilà, on peut encore gouverner d'ici à la fin du quinquennat, on l'espère en tout cas. Il n'y a pas besoin de renverser la table, il n'y a pas besoin d'une dissolution par exemple? Une dissolution, on aura exactement la même assemblée après. Donc on va se retrouver dans la même configuration. Moi, je pense qu'il est vraiment urgentissime qu'on prenne bien la mesure de ce que les Français ont envoyé comme message il y a un an. Mais quand je dis « on », c'est que nous, collectivement, sur tout l'échiquier politique, on en soit bien conscient. Et qu'on veuille bien aller chercher les points de consensus et pas la conflictualisation permanente. Parce que sur les bancs de l'Assemblée, il y en a quand même quelques-uns pour qui c'est le jeu. Et vous regarderez, si vous avez le temps, alors je ne sais pas si vous avez de l'insomnie ou autre, mais la commission des affaires culturelles, j'ai un trou là sur qui était invité, et à un moment, un député, Corbière pour ne pas le nommer, qui, ça se passe bien, je lui donne la parole et tout, puis à un moment, il commence un peu à râler, et bien, mais en gros, c'est les autres qui m'ont embêté. Je dis non, monsieur le député, vous avez le traitement que ont tous les autres députés. Et quelque part, en fait, ça lui plaît pas parce qu'il n'a pas été distingué. Donc c'est ça, en fait, on a un côté de l'échiquier pour qui la conflictualisation, elle est le mode d'expression
et la façon de faire. Donc même quand ça se passe bien, il faut qu'ils aillent au clash. Donc c'est ça aussi que... Donc d'un côté, on a la stratégie du clash avec LFI, et de l'autre côté, la stratégie presque de la respectabilité avec le Rassemblement national. Ou du clash, quand vous regardez quand même en commission comment ça se passe, c'est pas toujours la respectabilité. Mais bon, voilà. Je pense qu'il faut... la recherche de la respectabilité. Voilà, mais on est que dans la recherche, on n'est pas forcément, en tout cas, dans une sorte de vernis, mais qui peut régulièrement craquer. Et on le voit notamment dans les commissions qui sont filmés, mais qui sont sûrement moins médiatisés que l'hémicycle. Voilà, parce que l'hémicycle, on a vu même une certaine violence, enfin, des comportements quand même assez particuliers. Tout à fait. De la part de l'opposition. Oui. Une certaine violence, comment vous la vivez? Parce que donc c'est votre deuxième mandat, c'est nouveau automatiquement, vous n'aviez pas ça au premier mandat? Alors, la violence, elle a toujours existé dans l'hémicycle. Elle a toujours existé. Et moi, je mets ça en lien. Bon, je vous disais en fait la stratégie de la conflictualisation et tout ça, mais en fait, je mets ça en lien avec les sujets sur lesquels je travaille beaucoup, notamment dans la commission, ce qu'on peut appeler l'économie de l'attention ou le combat pour l'esprit critique. Pourquoi? Parce qu'en fait, à l'heure actuelle, le jeu d'un certain nombre de personnes, quand je dis d'un certain nombre de personnes, c'est-à-dire de GAFAM, les patrons des GAFAM, c'est de faire le plus de fric possible. C'est de faire le plus d'argent possible. Google, Amazon, Facebook. Voilà, Google, Amazon, Microsoft, Facebook et tout ça. Le but de ces dirigeants, c'est de faire le plus d'argent possible. Et pour faire le plus d'argent possible, c'est d'avoir le plus de clics possible. Et finalement, quand on fait du buzz, quand on fait ci, quand on fait ça, on détruit la démocratie et on enrichit un certain nombre de personnes. Mais cette économie de l'attention, elle a été bien comprise par certains. Et finalement, moi, je suis très inquiète par rapport à cela. C'est que on ne se rend pas compte collectivement que si on continue, on va dans le mur et on va à la destruction de la démocratie. Donc c'est peut-être un projet politique pour certains, et je soupçonne l'extrême gauche d'avoir ça comme projet politique, mais je pense que l'extrême droite l'a aussi. Donc attention à ne pas être les idiots utiles des GAFAM et à ne pas encourager les GAFAM. Donc je pense que cette stratégie qui est finalement pas amusante, mais qui attire l'attention en tout cas. Qui attire l'attention, qui fait que, mais à chaque fois c'est un clic supplémentaire. Et le clic, c'est remplir les caisses. Ouais. Donc, mais par rapport à la violence, elle a toujours existé dans l'hémicycle. La nouveauté, c'est qu'elle déborde l'hémicycle. Voilà, alors c'est une question aussi, c'est que même si il y a des incivilités, comme l'a défini le président de la République avec l'accueil et les casseroles, mais ça peut aller beaucoup plus loin, et vous en avez été aussi victime. Je rappelle, je crois que c'est votre permanence à Thionville dans la vitrine a été brisée plusieurs fois, au point que votre assureur ne voulait même plus vous assurer. Voilà. Mais j'ai cru comprendre ça, si c'était résolu, parce que vous avez monté d'un étage, je crois. Oui, j'ai déménagé. Oui. Voilà. Mais alors, voilà, lorsqu'on est député, lorsqu'on est élu, comment on vit cette violence-là? Parce que déjà, ce que vous la décrire sans faire de voyeurisme, mais la décrire un peu, c'est-à-dire on peut vous apostropher dans la rue, ou comment ça se passe? Oui, on peut m'apostropher dans la rue, mais ça, j'ai envie de dire, ça a été de tout temps. Maintenant, la différence, c'est que là où il y avait du dialogue, où il y avait des fois des attaques verbales, elles peuvent être physiques. Et c'est vrai que ce qui a été démontré dans l'hémicycle, ou même certains députés qui se permettent de mettre des ballons de foot à l'effigie de certains ministres, légitime une violence physique. Et ça, en effet, on a changé de dimension par rapport à cela. Maintenant, comment moi je le vis, j'essaye souvent de mettre ça à distance, et puis j'ai un cercle familial et un cercle d'amis qui me protègent de cela. Quand je dis qu'ils me protègent, c'est-à-dire que si ça va pas, si c'est trop dur, ce sont des messages, ce sont différentes choses. Vous êtes entouré. Ouais, je suis entourée. Voilà. Mais voilà, franchement, c'est pas toujours évident à vivre. Et alors, globalement, là, vous l'avez déjà dit, au niveau de ce sujet démocratique, comment on peut faire pour recoller les morceaux, quoi? Comment on peut faire pour apaiser, un terme à la mode, comment on peut faire pour
combler le fossé qui existe entre les élus et un certain nombre de nos concitoyens? Alors, le fossé, est-ce qu'il est entre les élus et les différents citoyens ou est-ce qu'il n'est pas entre nous tous? Est-ce qu'il n'est pas dans ces bulles informationnelles dans lesquelles on s'enferme, dans lesquelles justement, je vous disais, en fait, cette économie de l'attention va nous entraîner, ces algorithmes qui font que on va toujours aller chercher le buzz, aller chercher le clash, à faire en sorte que si on ne pense pas comme la personne d'à côté, c'est pas bien, à devenir très manichéen. À quel moment on va retrouver des espaces où on va pouvoir dialoguer, on va pouvoir s'écouter? Moi, j'avoue que pour l'instant, j'ai une forme d'inquiétude. C'est pour ça d'ailleurs que je travaille énormément sur ces sujets et que je fais travailler la commission énormément sur ces sujets pour que on puisse à nouveau dialoguer et se parler. Là, moi, quand je me promène dans la rue ou quand dans mon activité de députée, j'ai quand même plus souvent des messages me disant que c'est bien que des messages m'insultant ou même dans la rue des gens qui vont venir m'insulter. Alors, je fais très attention quand je dis ça, parce que quand je dis ça, je sais que je peux provoquer par cette phrase une avalanche de commentaires négatifs sur Twitter. Donc, je mets Twitter à part. Quand je dis ça, c'est sur les, on va dire, des canaux plus traditionnels. Mais, comme je fais bien on va dire, je fais bien le travail, bah, l'algorithme, ça l'amuse pas. Enfin, je sais pas, en plus, c'est personnifier un algorithme, c'est un peu ridicule, mais ça va pas monter. Les trains qui arrivent à l'heure, ça fait pas la une des journaux, ça fait pas la une de Twitter, ça fait pas la une de... Donc on est dans ce côté aussi où, pour retrouver... il y a plein de choses qui se passent bien, mais c'est pas ce qu'on met en avant. On va mettre en avant forcément ce qui se passe mal. Et ça donne un côté anxiogène et ça donne un côté où c'est difficile de se parler. J'étais à Paris au moment où il y a eu les feux de poubelle et ce genre de choses, et tout le monde disait « Oh, mais ça doit être horrible dans Paris, tout ça ». Et moi, je disais, je marche tous les matins, je fais 4 km pour me rendre de chez moi à l'Assemblée, donc je marche. Tout ça. Oui, c'est la loupe déformante des chaînes d'infos. Et effectivement, j'ai vu des poubelles dans les rues, mais j'ai vu des quartiers aussi où il n'y avait pas de poubelles. J'ai vu quelques feux, mais quelques feux. En fait, c'était pas... Donc, on voit bien que c'est ce qui fait du clic, c'est le feu de poubelle. Ouais. C'est pas la rue qui est propre. Donc, comment on retrouve la confiance? J'ai envie de dire, mais c'est comment on retrouve le dialogue entre nous tous, entre le politique et les citoyens, mais les citoyens entre eux, comment on retrouve la confiance dans le journalisme. Je suis co-rapporteur de la mission Bloch. Donc la mission Bloch, la loi Bloch, concentration des médias et tout ça. Et à l'heure actuelle, une de nos problématiques, c'est de savoir comment on protège bien le statut de journaliste. Comment on met bien en avant le travail journalistique. Puisque quand vous avez des émissions de télévision, en fait ce sont des pseudo-journalistes, ce sont des influenceurs, ce sont des animateurs, mais en aucun cas des journalistes, mais qui viennent un peu sur de l'information, il n'y a pas d'éditorialisation, il n'y a pas de vérification des faits, il n'y a pas ce que vous faites au quotidien, et pourtant, on va présenter ça comme de l'information. Et on va ajouter à la division. Donc, pour moi, il est vraiment urgentissime qu'on revienne sur cet esprit critique, sur le fait d'être en capacité de discriminer l'information, ce qui est important de ce qui ne l'est pas, ce qui est vérifié de ce qui ne l'est pas. Et c'est là où, en tant que politique, j'ai une responsabilité, notamment en tant que présidente de commission, pour bien évaluer les lois, pour faire en sorte que les programmes scolaires intègrent bien cela. Voilà, tout ça, c'est effectivement de la responsabilité du politique, mais elle est très en amont. Et ensuite, nous avons une responsabilité collective à protéger ce droit à notre information, à une information fiable, qui ensuite nous permettrait d'avoir une opinion. Je ne peux que aller dans votre sens, évidemment. Merci Isabelle Roche. Ça fait déjà 1 heure que nous sommes ensemble. J'ai pas vu le temps passer. Ben, voilà. On va passer la parole à la salle s'il y a éventuellement une ou deux questions ou plus.
Roche, merci beaucoup pour ces explications qui ont été très claires et intéressantes. On a parlé de votre cheminement politique naturel qui était mené au saut du pragmatisme de terrain, et on se rend compte avec nos voisins luxembourgeois que eux nous font justement ce grief du manque de pragmatisme et de l'opérationnalité des accords qu'on aimerait passer avec eux. Ils tiennent pour preuve Belval, le transfrontalier en général en ce qui concerne les voies de communication, en ce qui concerne les flux, où on a des gens qui mettent des fois plus d'une heure pour faire 35 km. Et ça, c'est marqué effectivement de manière récurrente quand on est dans la Chambre des députés luxembourgeoise ou quand on est parfois amené à traîner dans des couloirs de ministères. Alors on se demande pourquoi on n'arrive pas à avoir une action commune de la part de l'ensemble de notre millefeuille représentatif au niveau territorial, de sorte à ce qu'on soit entendu par nos amis luxembourgeois et que le pragmatisme soit de mise dans nos relations. Alors, j'ai envie de dire ça, c'était avant. Pourquoi je dis ça, c'était avant? Parce que justement, avec les conférences intergouvernementales, on a bien la secrétaire d'État qui est en chef de file de cela et qui réunit en amont le millefeuille, comme vous dites, pour que justement les propositions soient faites et qu'on ne parle que d'une seule voix avec le Luxembourg. C'est d'ailleurs ce qui fait que les dernières CIG ont été beaucoup plus productives qu'elles ne l'étaient auparavant. Et puis aussi avec la capacité par le principe de subsidiarité, c'est-à-dire de voir quels sont les acteurs qui seraient en capacité de faire mieux au plus proche du terrain, la capacité d'agir, que ce soit pour le président du département ou pour le président de région. Mais ça, c'est pas encore visible, mais c'est ce qui est fait. Le travail, là, le travail est fait, mais c'est vrai qu'on reste encore sous cette idée que notre millefeuille est préjudiciable, alors que notre millefeuille permet aussi souvent de résoudre les problèmes du quotidien beaucoup plus rapidement que si on était complètement centralisé, parce que centralisé, ça veut dire vu de Paris, et sur notre frontière, ça fait un peu loin. Donc un chef de file, des réunions régulières pour savoir comment ça se passe, et puis la capacité à des élus locaux d'avoir les mains libres. Merci. Autre question? Jérôme Barrier. Si, c'est bon. J'avais une petite question institutionnelle. Vous avez dit tout à l'heure à quel point votre engagement politique était lié à votre envie de faire des choses concrètes. Or, les députés aujourd'hui, à cause du non-cumul des mandats, n'ont plus de fonction exécutive. Alors, aucun d'entre eux n'a de fonction exécutive par définition, puisque c'est la loi en cours, mais bon nombre d'entre eux en plus n'en ont jamais eu. Et je voulais avoir votre sentiment sur ce sujet. Oui, alors moi je vais vous dire, heureusement qu'on n'a pas de fonction exécutive en plus, parce que pour avoir été dans des exécutifs, pour avoir été vice-présidente du conseil départemental, pour avoir été adjointe au maire, et pour connaître maintenant la réalité du travail de député, je ne vois pas comment en 24 heures, en endormant 7 ou 8, je pourrais faire pour être réellement en plein exercice de responsabilité dans un exécutif et dans le travail de député tel qu'il nous l'est demandé. C'est-à-dire quand on le fait, que ce soit du côté législatif et du côté contrôle. Parce que comme je vous l'ai dit, pour moi, le côté contrôle est vraiment très très important. La question, elle est finalement, quel lien on a avec le terrain? Et c'est là où la réforme, il y a peut-être eu un impensé de la réforme et de voir finalement comment on va faire pour avoir ce côté ressenti et du territoire. Donc, est-ce que c'est maintenant à la loi d'organiser des réunions entre les députés et les maires de leur circo? Peut-être pas. Mais en tout cas, quels sont les espaces que l'on va créer? Et le Covid nous y a aidés quand même, parce qu'on avait des préfets qui ont réuni les grands élus. Et je pense qu'au fur et à mesure du temps, on constate que ces liens se créent. Et c'est ça qui est très important. Donc, moi, je ne suis pas forcément pour l'institutionnalisation des liens dans des instances formelles, mais pour promouvoir et faire en sorte que ça se fasse. Moi, dans ma pratique du quotidien, régulièrement, je réunis les maires, régulièrement,
j'échange avec eux, j'ai une boucle WhatsApp avec la majorité des maires de ma circonscription, donc où on échange des informations. Donc je pense qu'on a, c'est le temps qui le fera. Donc, en tout cas, ne pas revenir sur le cumul des mandats. Mais moi, je suis pas pour revenir sur le cumul des mandats tel qu'il était fait auparavant. Mais je reste une élue locale, puisque je suis conseillère régionale de base, j'ai été conseillère départementale de base, et si je le souhaitais, enfin, on a aussi des gens qui sont conseillers municipaux de base. Donc ça, on peut tout à fait. Ça, vous arrivez à être à la voilà, fois tout à fait. à la région. On va dire, ça ne pose pas de problème. Mais par contre, être dans un exécutif et en responsabilité, il faut être honnête. Enfin, c'est pas sérieux si on veut faire le travail correctement. Okay. Merci. Autre question. Mais par contre, il faut trouver les liens et se parler. Oui, ça, oui. Bonjour, merci pour votre franchise, en tout cas votre intervention. Moi, j'avais une question sur l'audiovisuel. Tout à l'heure, vous auriez peut-être pu préciser, mais peut-être que vous ne voulez pas lui faire, qu'il n'y a pas que les milliardaires, il n'y a pas que les GAFAM qui sont détenus par les milliardaires, quand même les 3 chaînes d'information continue en France aussi. Oui. Et ma question n'était pas là, c'était juste de dire quel est votre rôle, le rôle du Parlement et de la Commission dans le financement de l'audiovisuel public, puisque c'est un sujet quand même important. Avec la subvention. En regard justement de tous ces GAFAM et chaînes d'information qui essayent de faire le buzz avec tout ce que vous avez dit fort justement tout à l'heure. Oui, avec la suppression de la tout à fait. Alors, je pourrais vous dire Joker, mais je vais pas vous le dire. Alors, pourquoi je pourrais vous dire Joker? Tout simplement parce que on a lancé une mission sur l'audiovisuel public et les conclusions doivent être rendues au mois de juin. Donc, c'est pour ça que c'est pas que je veuille me défausser, mais il y a une vingtaine de collègues qui font partie de cette mission. Il y a un rapporteur qui est Quentin Bataillon et le président qui est Jean-Jacques Gauthier. Donc, ils font 8 heures d'audition par semaine et ils doivent rendre leur rapport au mois de juin. Donc, si on veut parler de cela, donc je vous en dirai plus à ce moment-là, mais je vais quand même m'exprimer moi en tant que présidente quand même sur la vision et pourquoi justement on a lancé cette mission sur l'audiovisuel public. Quand on a lancé la mission sur l'audiovisuel public, j'ai demandé au rapporteur et au président plusieurs choses. Déjà, de partir des usagers. Quelles étaient la demande et quelle était la réalité. Et c'est pas parce qu'un usager demande quelque chose que forcément on va dire que c'est ce qu'il faut faire. On va pas transformer France 2 en M6, mais déjà de partir des comportements des usagers. Ensuite, de regarder quelle pouvait être la gouvernance et, en dernier lieu, de parler du financement. Parce que c'est quel est l'audiovisuel public que l'on veut et c'est ça qui doit déterminer le financement. Et c'est pas quel financement on veut mettre et puis on regarde finalement quel audiovisuel public on aura. Donc, moi, il me semble qu'on a besoin d'un audiovisuel public fort pour que justement ça challenge aussi le privé. On a besoin de ces deux côtés, le public et le privé, pour que justement on ait la meilleure information de qualité. Et donc ça va nécessiter un financement. Donc le financement, jusqu'à l'année dernière, c'était la redevance sur l'audiovisuel public. La redevance a été supprimée pour différentes raisons. La première, redonner du pouvoir d'achat. La deuxième, la collecte de l'audiovisuel, la collecte de la redevance était devenue une usine à gaz, puisque c'était adossé à la taxe d'habitation et que la taxe d'habitation, maintenant, la plupart des citoyens ne la payent plus. Donc, on a décidé que c'était une fraction de la TVA. Et a priori, on va quand même s'orienter vers la conservation de la fraction de la TVA. Moi, c'est le côté que, pour l'instant, qui me conviendrait le plus. Ça nécessite une modification de la loi, ce qu'on appelle la LOLF, la loi d'organisation des finances publiques, parce que effectivement, on a quelques ajustements à faire. Mais il est très important, ça sécuriserait le budget de l'État. Alors, on entend certains dire « Ah oui, mais finalement, ce qui serait bien, c'est qu'on ait la redevance, on savait combien on allait toucher. » Et là, moi, je leur réponds « Non, non, vous ne saviez pas combien vous alliez toucher. Vous saviez combien, éventuellement, le budget de l'État allait compenser. Mais en aucun cas, combien vous alliez toucher. Puisque c'est le Parlement qui, tous les ans, déterminait le montant de la redevance. Donc, si le Parlement, dans son ensemble, disait que finalement, c'était pas à 108 €, mais c'était à 35 €, ben, on avait 35 €. Enfin, donc,
c'est pour ça, en fait, la sécurisation du budget de l'audiovisuel public, elle ne se fait pas forcément par le mécanisme de la redevance. Elle se fait par une volonté politique de savoir si oui ou non on veut un audiovisuel public fort, et après on y met les moyens. Voilà. Donc on aura la réponse, en tout cas, enfin une partie des réponses on dans aura, quelques voilà, mois. Mais avec, je vous ai un peu dévoilé, mais voilà, ça restera entre nous. Voilà, oui, ça reste entre et nous. Sur voilà, la semaine.fr. Voilà, sur la semaine. Allez, une dernière question que je vais poser, Isabelle Roche. Édouard Philippe, c'est le prochain président de la République pour vous? J'espère. J'espère, puisque Emmanuel Macron ne peut pas se représenter et que Édouard Philippe a cette vision très claire de ce que peut être le bloc central, de ce qu'est une vision de la France dans l'Europe, de l'Europe dans le monde, d'avoir une vision sur l'économie, sur les grands enjeux de demain. Et oui, moi je pense que c'est en tout cas pour moi la personne qui est la plus à même de conduire la France dans les grands chantiers qui restent à terminer, parce que certains chantiers ont été ouverts, tout ne sera pas terminé en 2027. Donc oui, je l'espère, mais une chose est sûre, c'est que on n'est jamais élu sur un champ de ruines. Donc on a besoin de réussir ce quinquennat pour que les choses continuent de bien se passer. Merci, ce sera votre mot de la fin. Merci Isabelle Roche donc d'avoir accepté de participer à cette deuxième émission de Sans filtre organisée par la semaine en collaboration avec l'Union des entreprises de Moselle, Orange, le créateur Joaillier Bianchi et Wise Vision. Je vous donne rendez-vous le 30 mai prochain. Nous accueillerons donc le maire de Nancy, Mathieu Klein. À bientôt.